faisons écho à travers cette conférence à la deuxième édition du concours La biodiversité est mon domaine, organisé par Millésime Bio en partenariat et en collaboration avec Vitis Bio. Et donc le thème cette année, c'était l'arbre au cœur du vignoble. Et donc de ce fait, nous allons parler d'agroforesterie. Frédérique Rose, donc tu es journaliste et coordinatrice de la revue Vitis Bio. Donc tu nous proposes cette table ronde, l'agroforesterie en viticulture, est-ce un levier de résilience? Et pour en parler, donc tu es entouré accompagné donc de Fabien Balaguet, tu es directeur de l'Association française d'agroforesterie. Alexis Zaouk, vous êtes maître caviste chez la Cave d'Alex et trésorier de la Fédération des cavistes indépendants. Et Jean-Baptiste Cordonnier, donc du château Antonique, donc lauréat aussi du concours de la biodiversité. C'est mon domaine. Félicitations. Frédéric, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, bienvenue donc à cette conférence dont l'objectif est d'apporter des éléments de réponse donc à la question: l'agroforesterie est-elle un levier de résilience en viticulture bio? Donc on a 1 heure pour échanger avec nos 3 intervenants, en se gardant à la fin un petit temps de questions avec vous. Avant de leur donner la parole, je voulais quand même redonner rapidement quelques éléments de définition pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, c'est-à-dire que quand on dit agroforesterie, ça recouvre bien l'ensemble des pratiques agricoles qui associent sur une même parcelle des arbres donc à une culture agricole ou à de l'élevage. Donc ici, pour ce qui nous concerne, donc il s'agit bien d'arbres et de vignes. Et quand on dit arbre, on parle à la fois de haies en bord de parcelle ou en interrang, de linéaires d'arbres entre les rangs de vignes ou sur les rangs de vignes, mais aussi de bosquets intraparcellaires et d'arbres en bout de rang. Voilà, donc je pense que c'est une précision quand même importante à avoir en tête. Et donc ces pratiques, elles se répandent de plus en plus en viticulture. En témoignent donc les nombreux candidats donc, au concours qu'évoquait Valérie. La biodiversité, c'est mon domaine. Donc si vous allez échanger avec les nombreux exposants de Millésime Bio, vous pourrez vous rendre compte qu'un certain nombre d'entre eux mettent en œuvre ces pratiques. Et puis on le verra donc tout de suite. Et vous connaissez mieux que moi les enjeux donc, qui se posent à la viticulture. J'oserais dire encore plus à la viticulture bio. Bon, quoique, peut-être que ça se déforme, et donc vraiment de travailler, d'avoir de plus en plus des sols vivants et de qualité, de faire face aux très fortes pressions maladies. Alors le mildiou, pour le nommer, qui reste quand même la belle noire pour la filière. On verra donc si ça peut être un levier ou pas. Et aussi toutes les autres maladies ravageurs et tous les ravageurs émergents qui existent et qui arrivent. Et tout ça qui est directement lié donc, au dérèglement du climat, donc qui frappe les vigneronnes et les vignerons. Alors, ces derniers, ils sont souvent démunis pour y faire face. Voilà, donc ils sont toujours à la recherche de solutions. Et l'autre enjeu, évidemment, c'est dans un marché tendu, comment réussir à développer ces marchés à des prix rémunérateurs. Voilà, on pourrait rajouter continuer la liste encore longue, mais donc on se concentre sur l'agroforesterie maintenant. Est-ce que ça peut être un levier donc aidant à répondre à tous ces défis? Donc c'est pour ça que je me tourne d'abord à Fabien Balaguer. Donc tu es directeur de l'Association française d'agroforesterie. Alors face à tous ces éléments de contexte que je viens d'évoquer, en quoi est-ce que c'est pertinent de parler d'agroforesterie? Alors bonjour à tous. Je ne sais pas qui passe les diapos. Mais c'est ça, d'accord. Ok, une main pour chaque. Donc effectivement, vaste question. On a posé un peu le sujet. Il y a énormément d'aléas, il y a énormément de contraintes. Et puis l'objectif, c'est d'essayer de faire son chemin entre tout ça et d'amortir, entre guillemets, les contraintes, notamment climatiques, mais pas que, écologiques, hydriques, sachant que tout ça est évidemment très lié. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire d'abord un petit tour d'horizon effectivement de ce qu'on peut voir dans le paysage et de la manière dont on peut mettre en pratique tout ça. Il n'y a pas de recette toute faite. Si vous étiez là à l'intervention d'avant, ça fait la suite logique. L'approche systémique, elle est essentielle et elle vaut encore plus en agroforesterie. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se concentrer sur un arbre ou un morceau de haie, c'est justement de reconstruire du sol au paysage quelque chose qui fonctionne mieux. Alors, j'ai l'impression qu'il faut viser. Non, même comme ça. Ah, voilà.
Donc, entrer en matière, on dit souvent qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Vous avez ici la définition imagée de l'agroforesterie. L'objectif, c'est pas de planter des arbres, ou en tout cas pas que. C'est encore une fois de reconstruire un paysage dans lequel, vous le voyez, il y a plus de vert au mètre carré, à l'hectare, il y a plus de photosynthèse, puisque le vert, c'est ça, et derrière, c'est aussi le cycle du carbone, hein, puisque la photosynthèse est le moteur de ce cycle-là. Donc l'objectif, c'est d'optimiser les ressources et d'améliorer les bilans, finalement. Hein. Donc le carbone, bien sûr, le cycle de l'eau, le bilan hydrique, hein, le fameux. On parle souvent d'une pluviométrie déficitaire, mais on ne nous dit jamais aussi les autres flux, hein, puisque le stock d'eau, ce n'est pas que des entrées, c'est aussi des sorties, par exemple. Il y a de l'évaporation, il y a de la transpiration, il y a plein de choses. Et donc, voilà, l'amélioration des bilans par l'amortissement des extrêmes. Sur l'eau aussi, on pourrait faire un bilan biodiversité. On pourrait considérer que la biodiversité est un bilan aussi. Hein. Voilà, il y a des choses positives, des choses moins positives. Et à la fin, le but, c'est que le solde, finalement, soit le meilleur possible. Et puis, à la fin, on a ce bilan économique, bien sûr, le juge de paix, celui qui met d'accord tout le monde ou qui met d'accord personne, en l'occurrence, selon les périodes. Donc, l'agroforesterie, c'est ça. Et l'arbre est une plante cultivée. Dans ce schéma-là, elle n'est pas là pour faire un totem dans le paysage, elle est là vraiment pour avoir son rôle de plante cultivée sur le temps long et pour produire des services, mais aussi des ressources. On y reviendra dans un schéma économique et dans un calendrier de travail, dans lequel il faut aussi que l'agriculteur intègre tout ça. Voilà, donc on plante, mais pas que, on fait aussi beaucoup de gestion de l'existant, et c'est presque plus important aujourd'hui que la plantation. On s'en rend compte en général quelques années après avoir planté, justement. En viticulture, en vitiforesterie, puisqu'il paraît qu'il y a un mot aujourd'hui pour dire ça, c'est dire si c'est un métier dans le métier. Hein, la vitiforesterie, c'est l'association de deux espèces pérennes, la vigne et l'arbre, en général dans des contextes où le sol et le climat sont plutôt contraints. Et donc vous voyez bien qu'on est sur des niveaux de compétition, ou en tout cas de complémentarité, selon comment on gère tout ça, mais qui vont être encore plus pointus qu'ailleurs. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça veut dire que c'est souvent assez technique. Mais quand on regarde dans l'histoire, la vigne et l'arbre ont quand même assez souvent coévolué. La vigne est une liane trognier, c'est-à-dire qu'on l'étête régulièrement. Et voilà, c'est quand même des choses, on va dire que le viticulteur a un peu la culture de la plante pérenne déjà entre les mains. Le but, c'est surtout pas de revenir en arrière, hein, c'est peut-être de s'inspirer du passé, mais de remettre tout ça à l'ordre du jour. Je ne sais toujours pas comment ça marche. Ouais, c'est pour ça, mais alors, pourquoi il a marché tout à l'heure? Voilà, d'autres exemples, alors basés sur de l'histoire, mais qui existent encore, hein, la culture en hautain, que vous connaissez forcément. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais encore une fois, pour dire que là, vous avez des plantes pérennes en interaction les unes avec les autres et gérées. Vous le voyez, même l'arbre, et surtout l'arbre, n'est pas un arbre en libre évolution dans cette histoire-là. Et ce n'est pas le hasard, c'est une stratégie productive, mais aussi une stratégie de gestion de la complémentarité. Hop, ça y est, c'est passé trop vite. Je ne sais pas comment on recule. Voilà. Un autre exemple traditionnel, hein, le chêne truffier dans les vignobles. Là aussi, voilà, juste pour information ou rappel. L'objectif, à l'échelle des paysages, finalement, c'est d'avoir toutes ces formes arborées, arbustives et de haies périphériques éventuellement, ou intraparcellaires d'ailleurs. L'objectif, c'est de mettre tout ça en ordre de marche pour justement améliorer les bilans, comme je disais tout à l'heure. Donc on pense souvent aux bordures en premier, évidemment, hein, et les bordures étant des lieux où on peut finalement mieux gérer un espace, le rendre productif plutôt qu'il coûte uniquement en entretien chaque année qui passe, en entretien, en carburant et en temps passé, par exemple. La production de biomasse étant une ressource potentielle dans les systèmes agricoles et dans les territoires, à l'heure où on parle d'énergie renouvelable, etc., etc. On peut rediviser le vignoble hein, quand il est, une fois qu'on a travaillé sur les bordures et que ça reste quand même un peu grand et un peu monocultural, on peut être amené à rediviser. Ça fait de la rugosité paysagère, le terme est compliqué, mais c'est assez simple finalement. Hein, moins c'est homogène, plus vous avez
de turbulences, y compris au niveau des flux d'air. Donc ça permet aussi, paradoxalement, c'est un peu contre-intuitif, mais ça permet un peu d'améliorer ces turbulences qui parfois peuvent avoir un intérêt sur la gestion de certaines maladies, notamment cryptogamiques. Alors c'est aussi de la biodiversité tout ça, hein. C'est de la biodiversité au cœur du vignoble, parce qu'on remet finalement des habitats, des ressources alimentaires, et que la biodiversité, vous le savez tous, ça ne se protège pas, ça se produit. Encore faut-il lui donner les conditions de sa réalisation. Donc ça c'est le schéma, alors c'est un parmi d'autres, hein. Ne vous fiez pas ni aux espacements, ni à cet aménagement type, mais voilà, l'idée c'est bien de, encore une fois, plutôt mettre, quand on met des arbres au sein du vignoble, plutôt y aller doucement. L'objectif, c'est pas de mettre beaucoup d'arbres, c'est de mettre le bon arbre au bon endroit et surtout bien géré, correctement géré. Voilà, avec plutôt en choisissant éventuellement des essences complémentaires de la vigne, des essences avec des feuillages plutôt diffus si on veut limiter par exemple la compétition lumineuse, encore que parfois c'est des choses qu'on recherche, l'ombrage. Il y a des histoires aussi de direction, hein, des alignements. Hein, si on veut limiter la compétition pour l'ensoleillement, on préférera évidemment des alignements nord-sud pour croiser la course du soleil au cours de la journée. Voilà, alors il y a aussi des exemples où on peut mettre de l'arbre sur le rang. J'aurais tendance à dire c'est vraiment la dernière étape plus. Si vous n'avez pas envie de vous... Ouais, c'est ça. C'est dans le Bordelais. Domaine Émile Grelier. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de... Émile Grelier. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, j'aurais tendance à dire ne le faites pas. Parce que là, on est quand même à un niveau d'interaction et du coup à une complexité de gestion qui est évidemment plus importante. Il ne faut pas oublier que plus on met d'arbres, plus c'est compliqué. Hein. Donc le but, ce n'est pas de dire il faut en mettre tant, enfin plus ou moins. Il faut en mettre ce qu'on peut gérer et avec les formes et les modes de gestion qui correspondent. Après, on a le droit de rêver de forêt-jardin, de forêt viticole. Enfin bref, on peut mettre énormément d'arbres à l'hectare. Je ne ferai pas longtemps là-dessus, mais globalement, c'est plutôt on va dire de la satisfaction, on va dire, enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut faire à titre expérimental. Mais on n'oublie pas qu'il y a une strate herbacée dans ce vignoble et que dans agroforesterie, il y a agronomie. Donc on travaille aussi sur le sol. Hein. La question, c'est toujours de travailler du sol au paysage. Si vous ne travaillez pas l'agronomie, en fait, les arbres ne poussent pas, puisque l'arbre, c'est une plante de sol fertile. Et donc voilà, dans tous les projets qu'on accompagne, on travaille beaucoup sur la strate herbacée aussi, voilà, qui est quand même un peu monnaie courante aujourd'hui. L'enherbement, que ce soit un rang sur deux, que ce soit tous les rangs, enfin spontané, pas spontané, il y a plein de choses à faire, mais ça fait vraiment partie de la démarche. L'arbre n'est pas un miracle et l'arbre ne résoudra pas tous les problèmes et encore moins si justement on ne l'intègre pas dans un système. Voilà, alors ça c'est pour que vous ayez une vision d'ensemble et ensuite je m'arrêterai d'un exemple. Alors là on a une parcelle qui fait 6 ou 7 hectares, on a de la chance, elle est carrée, elle est plate. Voilà, donc on a plutôt des alignements qui sont rectilignes. On pourrait avoir des alignements sur les courbes de niveau par exemple, hein, pour travailler un peu plus la question hydrologique. Mais là c'était pas le cas, c'était pas l'objectif. Voilà, des haies brise-vent, évidemment en opposition au vent dominant, des haies plutôt moyennes, intercalaires et éventuellement fruitières. Ça dépend du projet. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais projet. C'est surtout le croisement de ce qu'on peut faire sur le plan du sol et du climat et de ce qu'on veut faire sur le plan du projet du viticulteur. Voilà, et puis petite touche aussi un peu prospective. On n'est pas obligé de planter. On sait faire aussi de la régénération naturelle assistée aujourd'hui. Sur certaines bordures, alors en facilitant la réintégration spontanée de l'arbre. Hein. Il faut savoir que les oiseaux, par exemple, sont des bons planteurs d'arbres à condition qu'on leur donne des possibilités de venir et qu'on structure un peu ce qu'on appelle des pièges à graines. Bref, on utilise la succession naturelle de l'écologie élémentaire, on va dire, pour réimplanter de l'arbre à moindre coût et surtout de l'arbre adapté à l'endroit où il pousse.
Voilà, et j'en terminerai là, mais rappeler que la gestion est l'élément clé de tout ça. Alors il y a la conception, bien sûr, premier enjeu au départ, et puis après la gestion, si en fait vous croyez à la génération spontanée, ça ne marchera pas. L'agroforesterie, c'est une mise en compétition au départ, et par la gestion, on atteint une complémentarité. Là, vous voyez, on a ce qu'on appelle une trogne, encore une fois, ou un arbre tétard. C'est de l'arbre taillé comme de la vigne, en fait. Et globalement, l'objectif, c'est de produire de la biomasse tout en limitant la compétition, ou en tout cas l'espace occupé et la compétition lumineuse. Voilà. Donc tout ça, c'est complètement dynamique. On ne dit pas qu'on plante un jour et que derrière, on a changé le monde. On dit qu'il faut gérer, on dit qu'il faut en permanence couper, planter, tailler, etc. etc. Mais ça, si vous êtes viticulteur, vous le connaissez par cœur. Voilà. Merci pour l'intro. beaucoup, Fabien, pour ces premières mises en contexte et qui nous montrent déjà la complexité de ce sujet, l'enjeu. Je me tourne maintenant vers Jean-Baptiste Cordonnier. Donc, vous êtes vigneron au château Antonique à Moulis-en-Médoc, en Gironde, sur 40 hectares de vignes. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous, les aménagements agroforestiers que vous avez mis en place sur votre domaine, donc depuis 2010, si je me rappelle bien? Oui, je suis propriétaire du château Antonique à Moulis-en-Médoc. C'est une propriété donc, qui aujourd'hui a 37-38 hectares de vignes en production. On a démarré un projet agroforestier il y a environ une quinzaine d'années, au début des années 2010, un peu par accident. Puisque d'abord ma formation, avant de reprendre la propriété familiale, j'ai fait des études d'ingénieur des eaux et forêts, puis j'ai mal tourné, j'ai repris la propriété viticole familiale. Je suis revenu plus récemment à l'univers forestier, donc voilà, le projet agroforestier est né chez moi d'un manque de forêt, et d'une envie de revenir à mes amours de jeunesse. Et de la rencontre avec une association, Arbres et Paysages, qui m'a suggéré de venir planter une haie sur la propriété en disant voilà, c'est un truc que vous pourriez faire, ça pourrait être intéressant. Et je leur ai dit pourquoi pas, venez. J'avais une petite idée en tête, je leur ai montré un endroit qui était libre, j'avais l'espace. Et on a planté 100 mètres, et l'année suivante, on étalait le plan de la propriété, et je leur disais, voilà, je veux un programme sur 10 ans, et la totalité du vignoble avec un réseau de haies. Parce que j'ai été sidéré de l'impact sur la biodiversité d'une petite haie qui ne faisait même pas 100 mètres, avec des effets d'opportunité pour les animaux qui étaient vraiment intéressants. Peut-être que mieux qu'un long discours, il faudrait une image. Vous avez des images. Alors, le gros vert. Et si c'est... Comment? Non plus. Non plus. Voilà. Donc, ça c'est la vidéo. Comment on la démarre? Ah. Je réessaie le vert. Génial. Voilà, ça c'est un petit film qui a été tourné par une étudiante de Paris-Grignon qui a fait un documentaire. Elle a fait un tour d'Europe en fait, d'agriculteurs qui faisaient de la conservation des sols, de l'agroforesterie, d'autres projets de ce genre-là. Et elle a fait cette petite vidéo chez nous. Donc j'en ai saisi cet extrait. S'il y a moyen de la repasser, parce que je pense que voilà, vu d'en haut, ça permet d'avoir d'un seul coup d'œil une idée de l'impact sur le paysage d'un projet agroforestier naissant. Donc vous voyez que ce qui naît, partant de chez nous, un vignoble qui au départ, donc avec peu de relief également, n'était parcouru que par quelques fossés, sur lesquels je me suis appuyé pour planter tout mon réseau de haies. Mais en gros, on avait une monoculture, de la vigne, des sols couverts depuis une vingtaine d'années. Mais voilà, c'était un milieu assez pauvre finalement. Par contre, on avait ce point d'appui des fossés. Et donc, on a pu créer notre réseau de haies et changer le paysage qui est devenu un bocage. Et ça, c'est ce que vous voyez, c'est même pas 15 ans de travail. Et ce que vous voyez apparaître au milieu, ce sont les alignements d'arbres dans les parcelles qui sont replantées au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par la structure des haies,
Et ensuite, au fur et à mesure de la replantation des parcelles, j'ai introduit des alignements d'arbres à l'intérieur des parcelles replantées, sur un rythme que je répète, qui est extrêmement simple, 20 rangs de vignes, un rang d'arbres. Donc on plante 20 rangs de vignes, un écartement d'1,50 m. On supprime le numéro 21 et 22, ils sont remplacés par un alignement d'arbres, et on répète. Donc on part de la haie en bord de parcelle, 20 rangs de vignes, un rang d'arbres, 20 rangs de vignes, etc. Et on récupère la densité, le rang perdu, il est récupéré en augmentant la densité de plantation dans le reste de la parcelle. Donc à la fin, on a un gain net de 2% en nombre de pieds de vigne par hectare. Donc on ne perd pas de pieds de vigne par hectare. Ça, c'est important de le citer. On consacre 10% de la surface environ à toutes les installations agroécologiques, que ce soit les haies ou les arbres, sans perdre un pied de vigne productif, au contraire. Voilà, donc c'est le problème, finalement, il va se poser après, en termes de compétition, c'est dans la gestion du couvert. C'est là que ça devient très pointu. Il faut vraiment être extrêmement prudent, parce que, notamment sur de la jeune vigne en implantation, je vais commencer par ça, installer un couvert végétal, c'est prendre un risque sur une jeune vigne. Et les seuls échecs de plantation de vigne que j'ai connus en 30 ans de carrière, ce sont les années où j'ai commencé à jouer avec plantation de jeunes vignes et couvert végétal dès le départ. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de solution viable sur la plantation d'une vigne sans passer par la case sol nu au moment de la plantation pendant les 2 ou 3 premières années. Voilà, je n'ai pas encore de solution prouvée qui fonctionne avec un risque d'échec qui est éliminé. Excusez-moi, juste si je reprends, voilà. Du coup, là, on est sur 4 km de haies. Oui, maintenant, on a 4 km et demi de haies sur une propriété qui fait un peu moins de 40 hectares. 12 hectares et 12 hectares avec des arbres intraparcellaires. Et chaque année, on en rajoute un. Et juste, il me semble que vous avez aussi choisi vos plantations, l'organisation de vos plantations pour faire en sorte que la mécanisation reste possible. Voilà, exactement. Cette alternance, pas d'arbres intrarang. L'exemple de Benoît Vinet qu'on montrait tout à l'heure, avec des arbres fruitiers d'ailleurs, il part d'une logique qui est la sienne. C'est une petite propriété, si mes souvenirs sont bons, il a 8 hectares de vignes, 8 ou 10 hectares de vignes, donc petite propriété. Il apporte à une cave coopérative. Et il a fait le choix de renoncer à une grande partie de la mécanisation parce qu'il peut le faire à sa petite échelle et qu'il n'a pas le métier de transformation derrière et qu'il peut viser une coproduction fruitière. Voilà. Moi, je suis parti sur un modèle totalement différent. Ils sont complémentaires. On explore des voies. On a démarré à peu près les mêmes années. Il avait quelques années d'avance sur moi. Mais en gros, c'est les 2 premiers projets en Gironde à l'échelle d'une propriété. Moi, je suis parti sur une voie où on laisse la place à la mécanisation et où on s'appuie sur des essences champêtres et forestières. Voilà, vous avez des essences arbustives. Voilà, lui est plus sur des arbres fruitiers, je suis plus sur des arbres champêtres, des érables, de l'orme, du charme, du frêne, etc., de la lisier terminale, etc. Enfin, je pioche dans quasiment une vingtaine d'essences, mais beaucoup d'érable, qui est le compagnon naturel de la vigne. Je suis désolée, je vois le temps qui passe et on a encore plein de choses à dire, et notamment un autre intervenant. Mais juste, est-ce que vous pouvez nous dire au départ rapidement vos motivations et les bénéfices que vous avez observés rapidement? Est-ce que les motivations que vous aviez au départ ont été remplies? Et est-ce que vous avez eu des bénéfices aussi auxquels vous ne vous attendiez pas? Alors, les premiers bénéfices que j'ai eus, je vous laisse survoler les slides que je fais passer, qui résument un peu la démarche pendant ce temps-là. Le premier bénéfice que j'ai observé très rapidement, c'est un impact sur la biodiversité visible, que ce soit en termes de population, d'insectes, de petits prédateurs, de reptiles, de batraciens, d'oiseaux, etc. Ça va très vite. Dès qu'on plante de la haie, on crée du linéaire, on a de la vie. Le deuxième impact que j'ai eu, c'est le bénéfice qu'on en a tiré, c'est que je trouve qu'on agit finalement assez vite sur le paysage en créant de la verticalité. Donc on a une action sur le paysage qui est plus rapide qu'on ne le pense. Le troisième impact, c'est que ça nous crée un cadre de vie. Je trouve qu'on devrait mesurer le bonheur que ça apporte. Et que finalement, ce serait peut-être ça
la chose la plus facile à mesurer. Moi, ça a changé mon cadre de travail, ça a changé le cadre de travail de mes ouvriers, et il est clair que ça, c'est un impact important. Ensuite, je vais être tout à fait cynique. Le fait d'avoir été un peu pionnier fait qu'on a eu un bénéfice d'image qui était inattendu et qui nous a été très profitable. Voilà. Et heureusement qu'il y a tout ça, parce qu'il y a aussi les difficultés. Oui. Et les difficultés, quand elles sont aussi liées au fait qu'on est pionnier, donc on expérimente, parfois avec un peu trop d'enthousiasme militant, et donc on commet des erreurs, et parfois on aggrave des problèmes. Ça peut être le cas des jeunes plantations, où j'ai payé pour voir. Ça peut être le cas où j'ai mesuré les deux impacts possibles d'un couvert végétal. Un couvert végétal peut être un formidable levier d'accélération du risque du gel, face au gel. Ça peut être une protection formidable contre le gel. En fait, vous avez le remède et le poison dans le même outil. Donc là, on est bien sur cette pratique complémentaire des couverts végétaux. Le couvert végétal qui fait partie intégrante de l'agroforesterie, je le considère, Monsieur Balaguer en a très bien parlé. Il est clair qu'un couvert végétal réussi, je l'ai observé sur plusieurs hectares en 2020, qui est plus haut que la vigne, ça vous relève le sol artificiellement. Et donc ce qui est sous le couvert est protégé du gel. Voilà. Mais ça, c'est un exemple, un cas particulier où j'y suis arrivé totalement par accident. Parce que cette année-là, mon couvert végétal avait parfaitement réussi. Mais j'ai eu d'autres années où mon couvert végétal avait modestement démarré, et ça ne m'appartient pas forcément. C'est la climatologie de l'année qui le fait, les pluies après le semis ou pas, les conditions douces de l'hiver ou pas, etc. Et où un couvert végétal qui est rasant, juste sous les bourgeons, ça vous change l'hygrométrie au niveau du sol, et ça peut provoquer, au contraire, une aggravation du gel. Je l'ai aussi vécu. Voilà. Donc vigilance sur cette donc technique. Vigilance là-dessus. Ce qui est beaucoup plus difficile à mesurer, c'est les bénéfices agronomiques. Voilà, autant toute la biodiversité visible au-dessus du sol, on la voit. Autant la biodiversité invisible, toute celle qui est dans le sol, on peut l'observer en étant attentif, on peut la mesurer. Autant le bénéfice agronomique qu'on en tire, c'est plus compliqué, c'est plus long à venir. Accumuler des taux de matière organique qui s'élèvent, c'est quelque chose de plus long à venir. Donc voilà, on a besoin de chiffres, on a vraiment besoin d'étayer la pertinence de notre démarche, et il faut rester modeste de ce point de vue-là. Juste, je rebondis sur votre bénéfice que vous disiez, donc véritable outil de communication auprès du consommateur. J'en profite pour m'adresser à Alexis Zaouk. Donc, tu es un caviste indépendant donc à la cave d'Alex à Nanterre, avec 450 références de vin et 100 d'alcool. Donc 100% France, représentatif de tous les vignobles, avec 90% de références en bio, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc avec aussi des références Déméter, Biodivin, 20 méthodes nature. Donc toi, si on te parle de vin bio issu de parcelles en agroforesterie, comment le metteur en marché que tu es réagit ? Bien, déjà bien, parce que en fait, je me rends compte au quotidien que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'histoire et de transparence. C'est vrai que je trouvais que pendant un temps, on achetait plus par rapport à un cahier des charges, par rapport à une appellation, ce qui est de moins en moins le cas actuellement, où vraiment on va aller chercher ce petit plus, l'histoire et la transparence. On n'a plus peur d'acheter un vin de France. Avant, on achetait vraiment un vin pour son appellation, et maintenant, on va chercher pour comment il a été réalisé. Et c'est vrai qu'en 2025, les consommateurs font aussi également très attention à tout ce qui va être degré alcoolique et équilibre dans le vin. On le voit depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de dérèglements climatiques. Les années s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Et c'est vrai qu'un bon vin, et je parle qu'en mon nom, mais ça va être un vin qui va avoir le juste équilibre, un peu de tout. Et c'est de plus en plus compliqué de le retrouver. Et cette pratique permet de pouvoir un peu tenir tête aux aléas climatiques. Et donc, ça se ressent d'un point de vue gustatif dans la bouteille. Et donc, pour nous, ça nous permet de pouvoir justement continuer de proposer des produits de qualité au quotidien. Et ça sur sur des vignobles en particulier ? J'allais dire plus parce que naturellement, ou
alors de moins en moins, mais naturellement, les températures seront plus élevées et sûrement des grands moments de sécheresse sur le côté méridional de la France, même si maintenant c'est assez homogène partout. Et c'est vrai que ce déséquilibre, on va dire, des deux maturités entre l'alcool et la maturité gustative de la baie est de plus en plus dur à avoir. Et donc c'est vrai que ces pratiques se permettent justement de retrouver, d'essayer de combattre ça et de pouvoir retrouver cet équilibre entre les deux maturités. Et donc pour nous, c'est intéressant parce que c'est vrai que de pouvoir... Les clients, moi, clairement, à la cave, très souvent me demandent des vins où le degré alcoolique ne dépasse pas les 13,5 parce qu'on a gardé une image un peu du vin est à 12, 12,5 et les années passent et le degré monte aussi, ce qui est normal. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir encore un peu ralentir le côté ah non, c'est beaucoup trop, quoi. Okay, ouais, et même dans la perception. J'explique à mes clients que normalement, l'alcool, quand la main de l'homme derrière est bonne, vous ne devez jamais le ressentir, même si ça reste un chiffre encore un élément, un facteur important dans la décision de l'achat. D'accord. Donc ça fait une transition, justement, je reviens vers Fabien par rapport à ces avantages liés à l'agroforesterie. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on a des résultats de recherche récents? Parce que je sais que c'est des questions que beaucoup se posent sur les bénéfices apportés donc, par l'agroforesterie. Alors bon, Jean-Baptiste nous a dit que c'était, voilà, il y a des choses qui étaient très visibles, d'autres beaucoup moins, mais est-ce qu'on a quand même des données sur les microclimats, sur les mycorhizes, la biodiversité, la pompe hydrique des arbres? Oui, alors j'avais quelques slides là, mais qui sont passés un peu vite. Ouais. Alors déjà, il faut commencer peut-être par dire qu'on n'est pas tout seul à y travailler. Hein. Il y a un réseau d'acteurs aujourd'hui de la R&D qui est justement au travail pour essayer d'aller objectiver tout ça sur le terrain. Encore une fois, c'est un peu le lien avec l'intervention précédente, enfin la conférence de tout à l'heure là, sur l'approche participative. On voit des choses qui s'observent sur le terrain. Ça ne veut pas dire que c'est extrapolable, ça ne veut pas dire que c'est vrai partout. Hein. On n'a que des cas particuliers dans cette histoire-là. Alors là, je pense que vous n'arriverez rien à lire, mais la présentation sera sans doute diffusable plus tard. Biodiversité, bien sûr, on en a déjà parlé, j'y reviens pas, mais un réel, des références maintenant bien établies hein, sur la biodiversité, qu'elle soit aérienne ou souterraine. Voilà, le but, c'est quand même de pouvoir, encore une fois, dans cette thématique de la résilience hein, qui nous occupe aujourd'hui, d'avoir évidemment de la diversité d'habitats et donc voilà, ces espèces de complémentarité aussi entre êtres vivants. La lutte biologique, je ne vous apprends rien, je pense que c'est une des clés de l'avenir et pour avoir de la lutte biologique, il faut avoir voilà, de la biodiversité, des relations, des chaînes trophiques, etc. Donc un enjeu très important à ce niveau-là. Voilà, variable, mais toujours pareil, quand vous allez mettre une zone de résilience, comme on dit d'ailleurs, hein, c'est-à-dire une haie ou un arbre au sein du vignoble, vous allez amener ça au plus près des vignes. Donc éventuellement, une fois tous les 40 mètres ou une fois tous les 80, peu importe. En fait, ce qu'on remarque, c'est que jusqu'à des mailles même de 100 ou 150 mètres, on a déjà un impact biodiversité très important. Et c'est vraiment le jour et la nuit, et comme le disait Jean-Baptiste, c'est ce qui arrive en premier dans le temps. Parce qu'en fait, les premières années, à partir du moment où vous laissez une bande, même en libre évolution, entre guillemets, c'est-à-dire un peu tranquille dans son développement, vous allez tout de suite observer la biodiversité. Microclimat, là, c'est plus long. Donc il y a un impact sur le stress hydrique, bien sûr, parce que finalement, on amortit les extrêmes et on améliore le bilan. Hein. Vous savez qu'encore une fois, en agriculture, tout n'est que bilan. Donc cette fameuse rugosité paysagère va permettre aussi d'amortir par exemple les vents, donc pas de les arrêter, hein, les atténuer, de filtrer le vent. Et en même temps que le vent traverse la haie brise-vent par exemple, il se charge en humidité et donc tout ça fait finalement un microclimat favorable en période estivale et puis on a un peu le revers aussi, ou l'inverse en période hivernale, où on arrive à piloter un petit peu les flux d'air, notamment liés aux gelées.
Mais là, ce n'est pas un miracle. D'abord, il faut du temps parce que c'est proportionnel à la taille de l'infrastructure, hein, c'est physique. Et deuxièmement, en fait, dans un paysage, vous êtes tributaire de ce qui se passe autour, de la topographie, etc. etc. Donc finalement, c'est le plus dur à piloter aujourd'hui. On connaît les grandes règles et après, il faut essayer de jouer avec ça, sachant qu'un brise-vent peut aussi arrêter l'air froid, donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait et à là où on se trouve. Je préciserai pour ça qu'en général, Avec le micro. en général, quand il y a gel de printemps, ça se passe alors qu'il n'y a pas vraiment encore de feuilles dans les haies. Donc, voilà, je suis plutôt rassuré de ce point de vue-là sur le fait d'aller retenir des poches d'air froid, etc. Pas sur toutes les gelées, mais sur un certain nombre de gelées que j'ai vécues. Les gelées les plus précoces, ça s'est passé avec un impact des haies qui est très limité parce qu'elles ne sont pas encore développées. Évidemment, sur une gelée très tardive, si on a une gelée de début mai, là, la haie, c'est un vrai barrage. Et ça peut être un problème. Donc il faut vraiment penser à l'implantation en laissant la possibilité au flux d'air de s'écouler. Mais sur une gelée de début avril, l'impact de la haie est minime. Et c'est là où je reviens sur les deux clés de la réussite, hein, la conception et la gestion. Un bon brise-vent, encore une fois, ce n'est pas une haie dense, tout à fait homogène, hein, type une haie de cyprès. C'est un très mauvais brise-vent, une haie de cyprès. Ce qu'il faut, c'est des stratifiés, des diversifiés, feuillus plutôt que résineux. Et donc ça rejoint ce que vous disiez juste maintenant. Voilà. Et puis après, on gère aussi des tailles latérales, des tailles en hauteur, etc. Tout ça pour avoir finalement le bon module répété régulièrement dans le paysage. En fonction de la répétition, on peut avoir des modules plus ou moins hauts, puisque évidemment l'impact projeté va dépendre de la hauteur. Tout ça, c'est de la conception et de la gestion. Et puis j'en terminerai peut-être sur les impacts vigne-arbre, en tout cas liés à la relation vigne-arbre. Jean-Baptiste le disait, c'est presque un des sujets sur lesquels on a encore beaucoup de questions. Ce qu'on remarque quand même, et c'est déjà positif, finalement on a assez peu, avec une bonne gestion justement, avec les bons espacements, on a assez peu observé de réelle concurrence hydrique entre la vigne et l'arbre. Et même chose sur les nutriments. Alors il y a une concurrence à l'azote hein, quand même sur les premiers mètres aux abords de la haie. On dit qu'en général dans les 4 premiers mètres, il y a un impact qui est observé. C'est un des résultats de l'étude Vitiforest à l'époque. Et cet impact était beaucoup plus fort avec des résineux, là aussi, qu'avec des feuillus. Mais bon, les résineux, finalement, on peut peut-être s'en passer. Et ça résoudra certains problèmes. Il y a quand même un impact aussi sur la physiologie de la vigne, sur sa productivité en biomasse et puis son rendement aussi en baie et en taille des grappes. Un impact négatif ou positif ? Plutôt positif. Alors en tout cas, dans les études disponibles aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contre-exemples. Hein. Il y en a plein des contre-exemples. Et encore une fois, c'est vraiment une question aussi de gestion. On ménage la chèvre et le chou en permanence, l'arbre et la vigne en permanence. Voilà. Et je termine avec le sujet de la fameuse maturité, avec cette double maturité, ce challenge entre la maturité technologique et la maturité aromatique. On observe un impact, en tout cas voilà, sur les exemples qui ont été mesurés, un impact plutôt positif, justement, de cet effet un peu microclimat, amortissement des extrêmes climatiques, voilà, sur cette espèce de confluence des deux maturités. Et vous, Jean-Baptiste, par rapport à tout ça, est-ce que vous confirmez, vous infirmez par rapport... Alors, je sais que c'est souvent la concurrence azotée qui questionne, le retour à certaines maladies, voilà, les impacts un peu négatifs que pourraient avoir de tels projets. C'est ma première question. Et après, par rapport aux maladies, mildiou, est-ce que vous avez remarqué des choses en impact positif, négatif ? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, alors beaucoup de questions en une. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Balaguer. Sur l'écart maturité technologique, maturité phénolique, ce n'est pas de la mesure scientifique. C'est vraiment un ressenti, une observation sur un long cycle. Globalement, j'ai plutôt chez moi, mais il y a plein de paramètres qu'on a pris en main. Il n'y a pas que la démarche agroforestière. Mais globalement, j'ai une réduction de cet écart. J'arrive aujourd'hui à faire coïncider les deux beaucoup plus facilement que je ne le faisais avant. C'est assez contre-intuitif.
Et quand je discute avec certains collègues, je vois bien que ce n'est pas forcément une situation générale. Donc, j'ai la prétention de croire que l'agroforesterie a un petit impact là-dessus. Sur les questions, l'autre question, Concurrence azotée. Concurrence azotée. Alors, moi, les arbres, j'ai aucun recul, 15 ans. Je suis forestier de formation, donc pour moi, 15 ans, c'est une seconde. Mes plus grands arbres, ils ont 7-8 mètres de haut. Objectivement, j'ai encore pas prouvé grand-chose. Ensuite, là aussi, je suis forestier. Une tronçonneuse, c'est un bon outil. Si un arbre commence à nous gêner, rien ne nous interdit de le couper. On l'a planté, c'est pas pour l'éliminer peu de temps après, mais on a droit à l'erreur. Donc voilà, à un moment, si on a une compétition, on peut toujours intervenir. Alors, bien avant la tronçonneuse, il y a la trogne, évidemment. L'arbre, on le module, on le pilote. Voilà. Donc, objectivement, les arbres, pour le moment, ne m'ont posé strictement aucun problème, y compris les arbres en port libre, là où je les ai laissés en port libre parce que j'avais assez d'espace. Là où j'ai des soucis de compétition, c'est quand mais là j'ai cherché le problème, c'est quand j'ai mis des haies très très près du vignoble, en me disant de toute façon un jour je vais arracher le vignoble à cet endroit-là, je laisserai la haie, c'est pas grave si j'ai un impact sur le premier rang. Voilà. Quand je ne respecte pas un écartement de 3-4 mètres entre la haie et le début du vignoble, que je n'ai que 1,50 m ou 2 mètres, oui, le premier rang devient non productif. Voilà. Pas d'initiation florale parce que pas assez de lumière. Avant même la compétition d'azote. Compétition pour l'azote. Les parasites, les maladies, les prédateurs. Alors, effet positif, on introduit de la verticalité, la population de chauves-souris a explosé. Leur territoire de chasse, c'était avant autour de la propriété, de son parc, là où il y avait des arbres et des bâtiments en hauteur. Maintenant, on a des haies qui émergent au bord de toutes les parcelles. Ça fait un repère au-dessus de la vigne et elles vont le chercher. Et si elles en ont un tous les 40-50 mètres, elles vont augmenter leur territoire de chasse. Et maintenant, les arbres qui commencent à émerger dans les parcelles. Donc là, impact, voilà, notre village, notre commune de Moulis a un paysage assez varié avec une alternance de vignes et de forêts. C'est un secteur où on a moins de problèmes de démis et de cochilis, par exemple, que les appellations Margaux ou Saint-Julien, où ce sont des grands plateaux de vignes en monoculture. Et ce problème a encore diminué chez nous. Donc très clairement, il y a tout un tas de prédateurs qui se sont installés, pas seulement les chauves-souris, et qui donc côté cette biodiversité-là, oui, elle a un impact sur un certain nombre d'indésirables de la vigne. Il y a un risque, évidemment. Peut-être qu'on introduira au passage des ravageurs nouveaux, mais j'y crois pas trop dans la mesure où on utilise uniquement des essences locales. Il ne faut pas aller jouer à faire ce genre de choses avec des essences exotiques où là, on commencerait à introduire accidentellement des espèces extrêmement gênantes. Sur le mildiou, je préfère me taire. J'ai eu 2 récoltes depuis ces années, 2 récoltes très, très fortement impactées par le mildiou. Et ce sont mes 2 dernières récoltes, 2023 et 2024. Et tout ce que j'ai fait en agroforesterie ne m'a pas prouvé qu'il y avait là, pour le moment, une solution miracle. Bon, voilà. J'ai longtemps pensé que du couvert végétal, ça allait limiter des effets splash, de la sporulation directement depuis le sol, etc. Bon, je n'ai pas vu de différence. Voilà, je pense que face au mildiou, on connaît mal le problème, on est assez désemparé, on est très très tributaire de nos choix passés, c'est-à-dire peu de diversité clonale et beaucoup trop de merlot. Voilà. C'est ça le principal problème que nous avons. Et enfin, je terminerai sur une dernière chose, et là c'est vraiment plus le viticulteur qui parle que le forestier. Je pense qu'on doit être très prudent en matière de démarche agroécologique et agroforestière. J'utilise les 2 termes pour ratisser le plus large possible. On doit être très prudent
sur la question du matériel végétal. Il faut imaginer, et ça tous les viticulteurs qui sont présents dans la salle le comprendront très vite, que tout le matériel végétal que nous avons développé a été développé pour une culture sur sol nu, labouré et désherbé. En gros, la pratique dominante depuis fort longtemps. Donc, on a développé des porte-greffes et des clones peu vigoureux parce qu'on les implante et précoces, etc. Donc, pour un climat d'une autre époque. Mais le monde a changé, ça ne vous a pas échappé. Et donc, un climat et un univers, un sol sans concurrence. Voilà. Et puis aujourd'hui, le climat change, il se réchauffe, il devient plus dur, et on introduit un couvert qui peut être très concurrentiel. Mais en place, nous avons nos anciens porte-greffes, les riparia, traçants, peu vigoureux, etc. Ils sont toujours là. Et donc on joue avec des choses qui ne vont pas ensemble. Et donc évidemment, on doit adapter notre matériel végétal à notre nouvelle pratique. Il faut faire les deux ensemble. Ça, c'est une réflexion vraiment importante. Alors, on doit piocher dans l'existant et on doit créer de nouveau. Ok, merci. Une dernière question à Alexis, et après on passera aux questions avec le public. Comment réagissent les clients si vous présentez les démarches d'agroforesterie? Alors, au-delà de l'aspect gustatif, est-ce que ce sont des arguments commerciaux? Oui, parce que quand nous, on transmet l'info, qu'on explique le travail qui a été réalisé, qu'on explique le pourquoi du comment, effectivement, ils comprennent que tout ce qui a été réalisé était pour le bien-être en premier de la terre, de son terroir, de la planète de façon plus générale, mais également pour la qualité gustative du vin. Et donc je pense qu'il y a une grosse prise de conscience, quoi qu'il arrive, assez générale, et ils comprennent que de toute façon on est là pour expliquer que c'est moins mais mieux. C'est la seule devise que j'estime avoir à la cave, c'est je préfère que les gens viennent moins me voir, mais qu'ils consomment de meilleure qualité. Et donc, en gros, on leur explique exactement comme vous avez dit au début, vous plantez moins de vignes, vous retirez des pieds de vigne, mais pour au final vous y retrouvez quand même à la fin, quand vous retirez les... Oui. On n'a pas encore tout prouvé. Voilà. Mais non, le consommateur est réceptif, est très réceptif et positif à ça. Surtout à Paris où on essaye de se dire qu'on n'a pas trop d'arbres. Donc en plus, si on peut participer à notre échelle à ça, avec grand plaisir. Donc vous cherchez des cuvées particulièrement en agroforesterie? Exactement. Moi, j'ai toujours privilégié justement le storytelling, pardonnez-moi, mais cet aspect. Donc oui. Ça va plus m'intéresser, ça va plus m'intriguer d'aller justement me diriger vers ce style de vin, ce style de travail pour comprendre. Alors peut-être que, comme je disais, on n'a pas encore assez de recul, mais pour comprendre l'impact que ça aura sur le vin et le produit en lui-même. Donc oui, moi justement, j'aime pouvoir... le top du top, ça serait de pouvoir goûter la même chose, mais avec l'agroforesterie et l'autre sans, et me dire, vous voyez, quasiment sur 2 parcelles similaires, le même cépage, la même façon de faire, mais là, il n'y a pas les haies et les arbres, et l'autre, oui, de me dire, ok, ça a un impact réellement. Mais oui, moi, justement, côté curieux du métier fait que je vais me diriger naturellement vers ce style de vin. Bon, merci beaucoup. On va se laisser un peu de temps avec la salle. Là, on a vu que c'était un thème complexe. On n'a pas encore toutes les réponses. C'est pas la solution miracle, si quelqu'un l'attendait. Même si il y a quand même des impacts positifs qui sont quand même notables très rapidement. Mais voilà, ce sont des démarches sur le temps long. Voilà, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions pour l'un ou l'autre de nos intervenants ? Il y a un micro carré. Oui, Frédéric Hermine du magazine Terre de Vin. Je suis, moi, le sujet depuis déjà quelques années. Ce qui m'étonne toujours, alors j'aimerais comprendre exactement le rôle de l'association française d'agroforesterie, parce que ce qui m'étonne toujours un peu, même si la nature n'est pas toujours très maîtrisable, mais je rencontre énormément de vignerons qui commencent à faire des choses dans leur coin, mais ça manque de coordination. C'est-à-dire que certains vignerons font, puis
quand je leur demande mais pourquoi vous avez fait ça comme ci ou pourquoi avoir choisi par exemple telles essences, ils ne sont pas toujours capables de m'expliquer. Parfois, ils plantent des essences qui ne fonctionnent pas très bien avec la vigne ou qui arrivent en concurrence, où certaines interprofessions commencent à coordonner. Je pense à Cognac, qui est pourtant dans un océan de vignes, mais qui commence à partager pas mal de pratiques par l'influence de grands groupes, hein, bien sûr, qui aident à ça. Mais comment coordonner ou avoir une banque de données, à la limite, pour ne pas être que dans l'empirique, comme vous disiez. Et vous parliez, par exemple, de planter des ormes. J'ai été extrêmement surprise que vous plantiez des ormes, parce que c'est une espèce qui va être condamnée, qui est déjà condamnée. Donc, bon, c'est un... Alors, justement, je l'ai juste évoqué. J'ai planté peut-être 5 ormes, soi-disant résistants. Je demande à voir, là, le forestier qui connaît bien le sujet. Mais l'orme, même l'orme résistant, la plupart d'entre eux, à un moment, la résistance s'effondre. Ce sont des hybrides. L'orme, il devient sensible à un certain âge, à une certaine taille. Mais je fais de la haie en régénération naturelle. Aujourd'hui, je ne plante plus de haies. La plupart de mes haies, c'est les oiseaux qui font le travail. Je mets un peu de haie sèche et hop, c'est parti. 80% dans certaines de mes parcelles, 80% des plants qui poussent spontanément dans ma haie, c'est de l'orme. Et de l'orme, il n'y en avait plus dans le paysage depuis 40 ans. Ils avaient disparu. Et en fait, non, on ne les voyait plus. L'orme s'est adapté à son parasite et il a un cycle de vie qui aujourd'hui est un cycle de vie juvénile, exclusivement juvénile. C'est-à-dire vous avez de l'orme partout, mais on ne le voyait plus, au stade arbustif. C'est-à-dire vous avez un orme qui se reproduit de manière végétative ou qui fait sa reproduction sexuée plus jeune, plus tôt, et qui en fait à ce stade-là n'a pas la graphiose. Et donc on peut avoir des haies aujourd'hui. Je ne le fais pas parce que je voudrais un maximum de biodiversité, donc je vais taper dans l'orme pour favoriser les autres essences. Mais aujourd'hui, si je laissais faire la régénération naturelle, l'essence numéro 1, le local de l'étape, celui qui pousse le mieux, c'est l'orme. Et il est là, et il est partout. Donc non, il n'a pas disparu, et non, il ne disparaîtra pas. Et sur la coordination, merci pour la précision du détail. Mais voilà, pour la coordination, le banque de données, et je suis même aussi un peu surprise que, actuellement, on n'ait pas plus de choses modélisables par rapport justement aux hauteurs, au vent. Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes modélisables pour avancer un tout petit peu plus vite, on va dire, ou partager en tout cas les pratiques? Quel est exactement le rôle? Est-ce que c'est le rôle de l'association ou pas? Et comment ça se passe? Pourquoi il n'y a pas plus de partage d'expérience? Alors, il y en a. Il y en a peut-être pas, ça se voit peut-être pas partout, et ça dépend des territoires. La France est grande, vous le savez, hein, le monde est petit, mais la France est grande. Et elle est surtout très variée sur le plan agricole. Donc oui, nous, notre rôle, c'est dans le nom, hein, donc voilà, c'est très explicite, c'est de soutenir le développement de l'agroforesterie en France. On fait ça pas tout seul, hein, on a un réseau technique un petit peu partout dans le territoire et des agriculteurs. Alors aujourd'hui, toute production confondue, il y en a quand même quelques centaines. Et on a des données chiffrées sur des fermes pilotes un petit peu partout en France, sur 300 à 400 fermes sur lesquelles on a des études de cas un peu abouties. Alors on pourrait se dire c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça permet quand même les études de cas à chaque agriculteur de s'inspirer. Il n'y a aucun agriculteur qui fonctionne en ayant besoin d'une solution certaine, parce que les agriculteurs, depuis 10 000 ans, ils savent très bien que c'est de la probabilité et qu'on essaye d'aller vers le plus probable, mais que c'est jamais sûr. Voilà. Donc en fait, les études de cas, selon nous et dans notre approche, permettent d'inspirer, et puis après, chacun fait son marché, finalement, entre les idées diverses et variées, et puis essaye d'adapter ça chez lui. Ce qui ne veut pas dire que plus personne fait d'erreur. Parce que l'erreur est constitutive, effectivement, de ce métier-là, et de beaucoup de métiers, d'ailleurs. Voilà. Et beaucoup le disent, hein, d'ailleurs. Si j'avais jamais fait d'erreur, j'en serais jamais là. Voilà. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, justement, avec un réseau technique compétent, aguerri et qui se forme en continu, de minimiser le risque dans l'accompagnement de ceux qui nous sollicitent. Et il y en a sans doute, et c'est certain d'ailleurs, qui effectivement font un peu tout seuls, etc.
parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube et que planter un arbre, il y a toujours quelqu'un qui sait faire dans tous les territoires. Mais planter un arbre et faire de l'agroforesterie, c'est un peu différent. Et c'est là-dessus qu'on a encore à travailler parce que le réseau technique agroforestier de métier, il est encore très insuffisant. Au national, je parle, voilà. Donc on a une école française d'agroforesterie, vous pouvez chercher sur Google, qui forme à ce métier-là, qui a pour ambition aussi de faire reconnaître ce métier. Ce n'est pas une thématique parmi d'autres, ce n'est pas au milieu de la biodiversité, la méthanisation, le photovoltaïque et tous les sujets du moment, c'est vraiment un métier sur lequel on entend bien formaliser les compétences, le référentiel professionnel, tout ce qui va avec. Voilà. Donc il y a encore du travail. Bien sûr, franchement, en viticulture, on est au néolithique, clairement. Je l'ai dit tout à l'heure, la vitiforesterie, c'est un métier dans le métier. C'est pour ça peut-être que certains ont inventé un mot. Mais voilà, c'est quand même très compliqué. Souvent, quand on nous sollicite, la vigne est déjà en train de crever, quoi. Je dis, bon, là, je voudrais refaire du microclimat parce qu'apparemment, ça pourrait quand même servir. Ben, oui, mais si la vigne crève, c'est possible de revenir là-dessus et puis de mettre des arbres dans ces contextes-là. Mais c'est très technique. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire des formations, par exemple, de quelques heures, au moins pour sensibiliser dans toutes les filières viticoles, enfin dans toutes les formations? Alors, on est organisme de formation. Donc on en fait plein, que ce soit en formation continue agricole ou en formation initiale sur le métier de technicien dont je parlais tout à l'heure. On peut en faire plus s'il y a de la demande. Voilà, nous on est à votre disposition pour ceux que ça concerne, pour adapter la formation aux besoins, au public, au territoire. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on en fait déjà. Et on va dire que c'est un chemin qui se fait en marchant. Ok, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va prendre une dernière question là. Une dame, ouais. Oui, bonjour, je suis Alix David, je suis viticulturiste à Gaillac. Et je suis venue parce que je suis curieuse de ce que vous pouviez nous apporter. Et au fur et à mesure que vous avanciez, je me suis dit, mais finalement, j'ai pas l'impression de faire de l'agroforesterie et je pense en faire. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un vignoble qui est au milieu des bois. Donc, toutes mes bordures, c'est des bois. Toutes les bords de route, je laisse pousser spontanément les chênes et les ormes qui crèvent. Donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je les laisse monter, de ce que vous dites. Moi, je les laisse monter et ils meurent. Ensuite, j'ai un voisin qui, il y a 10 ans, a mis toute une haie, parce que lui, il était en bio, moi, je n'étais pas en bio. Donc il a mis une haie. Et en fait, de ce que j'ai vu, je me dis, mais moi, je me prétends pas faire de l'agroforesterie, alors que peut-être j'en fais, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais répondre en une phrase. Après, peut-être je te laisse la parole. Oui, il y a beaucoup de monsieur et madame Jourdain en agroforesterie. Mais il ne faut pas mélanger un potentiel agroforestier, que vous avez sans doute chez vous, c'est-à-dire qu'il y a déjà des infrastructures, il y a déjà une trame, etc. Et l'agroforesterie pratiquée au quotidien. Souvent, on regarde des photos aériennes pour dire là, il y a beaucoup d'agroforesterie, là, il n'y en a pas beaucoup. Ça ne marche pas, ça. Ce qu'il faut aller regarder, c'est quelle est l'intégration de l'arbre et de la haie dans le système agricole et comment on gère la complémentarité, la synergie, comme on pourrait dire, entre les deux. Voilà. Donc c'est dans de l'économie, dans de l'agronomie, dans le calendrier de travail de l'agriculteur, etc. Typiquement, les bordures de forêt, ça fait un peu plus qu'une phrase, je suis désolé, mais les bordures de forêt, c'est le pire exemple. Bordures de forêt non gérées, c'est le pire exemple agroforestier qui soit. Parce que c'est là où vous avez la plus forte compétition. En même temps, j'ai pas le choix. Et donc on le gère, mais il y a des techniques de gestion. Il y a des techniques de gestion ouais. Pour faire de la lisière forestière progressive qui justement apporte énormément et limite un peu la compétition. Non, ça les gérer, c'est pas. Je dis, j'ai pas le choix. C'est que je n'ai nullement l'intention de couper mes forêts, voilà. Mais après, gérer les bordures, ça c'est quelque chose qu'on fait. Ah non, si, là c'est chez moi. Ça va. Et après, je rebondis aussi sur les cyprès. Moi j'ai un cyprès au milieu d'une vigne, il doit avoir 150 ans, mais quelle concurrence vis-à-vis de la vigne. Le résineux, c'est compliqué. Ouais. Je voulais juste en 2 secondes citer une boutade que tout le monde a déjà entendue. Les Américains conçoivent, les Chinois produisent et les Français norment. En matière agroforestière, je pense qu'il faut retenir cette petite maxime.
et se méfier d'une normalisation de l'agroforesterie. S'il y a bien un domaine, si je commence à voir venir le début de l'ombre du projet de la conception d'une normalisation de la démarche agroforestière, je ferai partie des résistants. Parce que c'est un domaine dans lequel on ne doit pas normer. Parce qu'on manipule des écosystèmes. Donc on a une multitude de paramètres en main. Et si on commence à normer et dire l'agroforesterie, c'est ça, c'est telle essence, et c'est pas telle autre, c'est telle densité. La première démarche qui vient d'être faite par les douanes et par l'INAO pour essayer d'intégrer l'agroforesterie, ils ont publié un arrêté pour le calcul des surfaces en production que l'on retient dans le cadre d'un système agroforestier. Et ils ont défini qu'un alignement d'arbres, ce qui était considéré comme un alignement d'arbres et non pas un arbre isolé, pour donner une définition, c'était quelque chose, des arbres plantés en ligne, avec une distance maximale de 5 mètres entre deux arbres, ce qui était typique d'une petite norme qui apparaît. Est-ce que une ligne d'arbres à 7 mètres d'écart, ce n'est pas un alignement d'arbres? Je ne vois pas d'où vient cette définition. Merci. Voilà, donc je me méfie de tout ça, moi. Merci beaucoup à tout le monde de votre écoute et puis à très bientôt.